Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci d'être face à votre petit écran pour cette nouvelle édition hebdomadaire du Constieka All Week News. Tout en saluant la brillante équipe qui m'accompagne à ce rendez-vous, ils sont très efficaces. Ils y vont toujours de main de maître malgré leur jeune âge. Je pense à l'évité d'Yvonon, à Koulibaly Ousmana qui est toujours fidèle au grand reportage, sans oublier Marcel Bassolé, Eric Bikek, Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, tous réunis pour vous offrir un programme exceptionnel de politique, d'économie et touristique toutes les semaines. Je suis Constieka. Nous allons tout de suite nous rendre au Congo-Brazzaville, ce pays dirigé par le président Denis Sassou Nguesso. Le président de la République congolaise est de retour dans son pays après un périple qui l'a conduit à Bakou et Kigali. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville le lundi 8 avril 2024 après un séjour de plus d'une semaine passé à l'étranger, notamment à Bakou en Azerbaïdjan et à Kigali au Rwanda. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est partagé entre satisfaction et émotion. Satisfaction pour avoir effectué une visite officielle en Azerbaïdjan, qui puisse être la première pour un chef d'État congolais. Il a par ailleurs jeté les bases de la coopération entre Bakou et Brazzaville, ce qui a abouti à la signature des accords de coopération avec son homologue azerbaïdjanais, qui balise l'établissement des relations bilatérales entre les deux pays. Émotion pour avoir assisté au 30e anniversaire du génocide des Tutsis, commémoration de sinistre mémoire, puisque c'en est bien une, rappelant à la mémoire collective l'étendue de la barbarie, d'autant qu'elle est si alimentée par des récits. Cette commémoration sonne comme un changement de cap, en dépit des souvenirs des horreurs du passé qui continuent de hanter la génération victime de cette tragédie. De retour de Bakou et Kigali, de destinations avec deux portées différentes, pourtant la même dynamique, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, reste content dans ses convictions, notamment de poursuivre la construction du Congo par le biais d'une gouvernance publique en cours d'assainissement et des partenariats patiemment et intelligemment noués. Le Tchad, qui n'est autre que le pays présidé par le chef de la transition, son Excellence le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a reçu une délégation du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. À cette occasion, le chef de l'État du Tchad a abordé des sujets sur la gouvernance, la démocratie et surtout les objectifs participatifs des citoyens dans ce qui fait le quotidien de la vie dans la sous-région CEMAC. Le président de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu en audience une délégation du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, conduite par son président honorable Gamana Evariste. Le fonctionnement du Parlement communautaire, la situation dans la sous-région CEMAC et des questions liées à la transition au Tchad ont été au centre des échanges avec le chef de l'État lors de cette audience. Depuis le 11 mai 2023, le Parlement de la CEMAC est sous la direction de cette équipe pilotée par le parlementaire centrafricain, M. Gamana Evariste. Si ses collègues tchadiens à l'entame de leur mission se sont présentés au chef d'État, pour lui, c'est la première fois. L'audience lui a permis de présenter ses civilités au président de la République, au général Mahamat Idriss Déby Itno, et de discuter des enjeux majeurs concernant l'évolution et le fonctionnement du Parlement régional, ainsi que les défis auxquels la sous-région CEMAC est confrontée. Le dialogue, qualifié de constructif, mené à la faveur de cette audience par le chef de l'État et les représentants législatifs de la CEMAC, a également pris en compte les défis comprenant notamment des questions liées à la gouvernance, à la démocratie, à la représentativité des citoyens, ainsi qu'à l'efficacité des mécanismes de contrôle et de supervision des politiques régionales.
Aller de l'avant, écouter la voix du peuple, c'est à quoi peut se résumer le message porté par le président du Parlement de la CEMAC, l'honorable N'Gamana Évaris. Nous avons évoqué plusieurs questions liées au fonctionnement du Parlement CEMAC, qui est d'ailleurs l'émanation de la volonté de nos pères, les chefs de l'État. Et nous avons aussi discuté des questions liées au déroulement de la situation dans la sous-région et nous l'avons félicité pour son leadership. Nous l'avons aussi félicité pour la réussite du référendum constitutionnel au Tchad et nous l'encourageons à pouvoir aller de l'avant, à écouter la voix du peuple. La réaction du président a été très positive puisqu'il a bien pris bonne note de toutes les questions que nous avons évoquées ensemble et comme il l'a dit au cours de l'audience, nous pouvons compter aussi sur le soutien du Tchad, sous son soutien, à pouvoir accompagner le Parlement puisque c'est la volonté des chefs d'État qui a fait que ce Parlement a vu le jour. Nous avons présenté aussi quelques difficultés que les institutions, entre autres le Parlement, rencontrent en ce moment. Et il nous a rassurés de son soutien. Il nous a donné aussi ses orientations, quelques conseils qui nous serviront à pouvoir fonctionner au niveau du Parlement. L'examen de la situation dans la sous-région a aussi permis de mettre en relief le rôle du Parlement communautaire en tant qu'institution démocratique, représentant les intérêts des citoyens de la sous-région. Les parlementaires dont la session 2024 se referme à la fin de ce mois sont sortis ragaillardis par les encouragements et le soutien réaffirmé du chef de l'État, les exhortant à jouer pleinement leur rôle qui est crucial dans la promotion de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance au sein de la communauté économique régionale. Nous quittons le Tchad pour la Côte d'Ivoire. Vous remarquerez que la Côte d'Ivoire va véritablement rythmer encore une fois ce programme parce que les activités politiques s'enfleuvent. La salle de conférence de l'état-major général des armées a abrité pour sa rentrée judiciaire et prestation de serment et magistrats, des juges et greffiers militaires. Cette cérémonie a été présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahim Ouattara. Reportage Charlotte Adoulaye, Ousmane Koulibaly. La cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire et de prestation de serment de 2 greffiers au tribunal militaire d'Abidjan s'est déroulée le jeudi 29 février 2024 à la salle de conférence de l'état-major général des armées, présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara. Les autorités administratives ainsi que celles investies des pouvoirs judiciaires suivent avec attention la prestation de serment du sous-lieutenant Lérou Nizobo Luilis et de l'adjudant Konaté Vassiriki, tous deux issus de la promotion 2021-2022. Il faut le préciser, le tribunal militaire est une juridiction répressive. Pour la circonstance, le président de la cour d'appel d'Abidjan a rappelé aux nouveaux greffiers les vertus qui fondent ce métier. La loyauté exigée de vous met par ailleurs en valeur l'humilité attendue du greffier, c'est-à-dire de votre capacité à vous donner de vos propres tendances et vos humeurs pour accepter de vous mettre au service des usagers du service public de la justice. La vulgarisation ainsi que la sensibilisation du droit avant la répression figurent sur la liste des priorités du lieutenant-colonel Kwadjo Judikael Magistrat, commissaire du gouvernement auprès du tribunal d'Abidjan. La juridiction militaire se force de répondre aux besoins, cette fois-ci en enseignement, en sensibilisation, en prévention, dans les unités des différentes armées, de même que celle de la gendarmerie et de la police nationale. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, salue le professionnalisme et la détermination des forces de défense et de sécurité. Le tribunal militaire est un outil très puissant de transformation donc, des hommes. C'est de créer une armée professionnelle à travers des comportements. On a pu le constater lors de la CAN. Et tout ceci est dû au fait qu'il leur a apporté un certain nombre d'informations, de savoir-faire à travers la justice militaire, et ceci est important. Au titre de l'année 2023, le tribunal militaire a reçu 886 plaintes et dénonciations. Retour au Congo-Brazzaville. La cité fonctionnaire de Mandingo Kayes a été inaugurée par la première dame de la République congolaise, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Reportage Charlotte Adoulaye, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé.
Le lundi 17 juin 2024, la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, a inauguré le premier module de 100 logements de type F4 de la cité du fonctionnaire appelée Antoinette Sassou Nguesso de Mandingo-Kai, ainsi que la mise en service du réseau électrique de cette localité et de ses environs. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Anatole Collinet Makosso, ainsi que les membres du corps constitué et la reine Béatrice Moé-Fouti Loemba, épouse du roi de Loango, ont assisté à la cérémonie. Ce premier module comprend 56 logements contemporains destinés aux fonctionnaires territoriaux, édifiés sur une superficie de 2 hectares, répartis en 7 blocs de 8 logements chacun. Ce projet, dénommé Cité administrative de Mandingo-Kai, comporte 100 logements de type F4 réalisés sur un terrain de 7 hectares. Nous réceptionnons ce jour un premier lot de 56 logements réalisés sur une surface de 2 hectares, structurés en 7 blocs de 8 logements chacun. Les différents blocs sont séparés par des allées de 100 mètres de long sur 6 mètres de large avec des trottoirs. Chaque logement de type F4 comporte un séjour, une salle à manger, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau avec sanitaire sur une surface habitable de 97,5 m², construit sur une surface parcellaire de 250 m². Enfin, ce site du premier lot est clôturé par un mur de sécurisation de 560 mètres linéaires. La BCH compte bien évidemment poursuivre son accompagnement en vue de l'achèvement des travaux du deuxième lot qui devrait débuter dans les tout prochains jours, apportant ainsi sa contribution à la réalisation du 6e pilier du PND, cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette cité administrative s'inscrit dans la concrétisation de la 11e bataille de l'action gouvernementale. Lors de son dernier discours sur l'état de la nation, devant le Parlement réuni en congrès, il instruit, d'une part, le gouvernement d'initier un programme de 20 000 logements, dont une phase pilote de 1 200 logements, à raison de 100 logements par département. Et d'autre part, à accélérer avec les conseils départementaux la mise en place de la fonction publique territoriale, outil nécessaire pour la sédentarisation des fonctionnaires locaux au sein des collectivités locales et de la création des emplois au profit de la jeunesse. Vous avez, par la mise en service de ces réseaux électriques dans le Kwilu, la preuve de la matérialisation du boulevard énergétique. Aussi, vous allez d'ici peu entrer solennellement en possession des 56 logements au bénéfice des fonctionnaires territoriaux. Et ce, dans un contexte de transfert effectif des compétences et des moyens en matière de santé de base et d'éducation aux collectivités locales. Tout ceci dans le cadre de la matérialisation de la Oudissimo bataille, c'est-à-dire la 11e bataille de l'action gouvernementale, je cite, « Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une décentralisation effective. » Comme les autres villes du Congo, Mandingo-Kai connaît une croissance constante en termes de qualité, ce qui fait la fierté des habitants de la ville. Le Togo, nous allons marquer tout simplement avec une petite note triste l'information qui touche ce pays, à savoir le 19e anniversaire du départ dans les cieux du général Yassimbe Eyadema, le père géniteur de l'actuel président de la République, à savoir Faure Essosigba Yassimbe. Le 19e anniversaire du décès du président Yassimbe Eyadema s'est déroulé à Pia et à Kara, en présence du chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essosigba Yassimbe. Un très grand moment de recueillement. Reportage Charlotte Abdoulaye. Les cérémonies marquant la commémoration du 19e anniversaire du décès du président Yassimbe Eyadema se sont déroulées à Pia et à Kara les 4 et 5 février 2024, en présence du chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essosigba Yassimbe. Les offices religieux ont été ponctués des rappels sur la vie de l'illustre disparu et de l'évocation des valeurs qu'il a portées dans la vie nationale et sur le plan international. Parmi elles, la culture de la paix et de la fraternité entre les nations a valu au général Yassimbe Eyadema une aura et un charisme qui traversent le temps.
Plusieurs dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont fait le déplacement de Kara pour s'associer à l'hommage rendu au père de la nation togolaise. Il s'agit du général Olusegun Obasanjo du Nigeria, ancien président de la République fédérale du Nigeria, de Nicéphore Soglo, ancien président de la République du Bénin, et des anciens premiers ministres Lansana Kouyaté de la Guinée et Lassina Zerbo du Burkina Faso. Outre les souvenirs et les prières pour le repos de l'âme du président Eyadema, les officiants des différentes confessions religieuses ont imploré la bénédiction et la protection de Dieu sur le Togo, sur le chef de l'État, son Excellence Faure Issozimna Gnassingbé, et sur l'ensemble de ses collaborateurs. De temps forts ont marqué ce 19e anniversaire du rappel à Dieu du général Gnassingbé Eyadema. Le premier temps fort était la célébration œcuménique par l'Église catholique et l'Église évangélique presbytérienne. Le pasteur Béné Toulassi, dans sa prédication, a relevé les qualités de travailleur du feu général Gnassingbé Eyadema. Tous dans nos domaines, par le travail que nous faisons, notre but doit tendre d'abord vers ce noble idéal, servir. Et après, viendra naturellement la contrepartie pour nous, ce qui sera le gain et la satisfaction personnelle. Nous ne travaillons pas pour gagner notre vie, nous travaillons pour servir. La Bible nous enseigne d'ailleurs dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 15, nous citons: « Gardez-vous avec soin de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. » Fin de citation. Travailler, produire pour servir, nous voyons l'exemple le plus éloquent dans la nature. Le cas le plus typique est celui des arbres fruitiers. Prenons le manguier par exemple. Il porte ses fruits, non pour lui-même, mais pour les autres. Les fruits seront mangés par les hommes et les bêtes. Les fruits non mangés vont fumer le sol. Les gaz qui s'en échappent vont dans l'atmosphère. Ainsi, le manguier, comme les autres arbres fruitiers, travaille pour les autres, pour la nature. Le deuxième temps fort de cette cérémonie était la prière musulmane. Pour cette communauté, le général Gnassingbé Eyadema a consacré sa vie à la consolidation du développement, du bien commun, mais surtout de la paix. Grand visionnaire et guidé essentiellement par l'intérêt général et l'amour pour la patrie, l'action du groupe a été sa force. La vie de Papa Eyadema s'inscrit dans un grand document à 2 tomes. Le tome 1 nous enseigne les grandes valeurs de la paix et l'intérêt à les sauvegarder. Et le tome 2 nous rappelle la nécessité de maintenir la cohésion nationale et de poursuivre la consolidation du patriotisme et de la souveraineté du Togo, quels que soient les fléaux qui s'opposent. C'est pourquoi, en ce moment où nous prions pour le Père de la Nation, nos prières vont vers les pays où la paix est menacée et particulièrement ceux de la sous-région ouest africaine. Puisse Allah éloigner de nous ces phénomènes qui, depuis un moment, tentent de déstabiliser l'unité sous-régionale pour laquelle Papa Eyadema avait beaucoup œuvré. 19 ans après le décès du président Eyadema, l'implication du Togo dans la recherche de la paix reste notable. Lomé a été consacré capitale de la paix, du dialogue, de la méditation et de la tolérance en octobre 2022. Cet héritage impérissable contribue à former la trame de la vision du développement mise en œuvre par le président de la République, notamment à travers la feuille de route gouvernementale Togo 2025 qui vise à construire un pays en paix, une nation stable avec une croissance économique inclusive et durable. Pour rappel, général Gnassingbé Eyadema est décédé le 5 février 2005. Outre les activités commémoratives à Kara, des prières ont été dites dans plusieurs localités de toutes les régions du pays. Nous allons faire un tour du côté du Gabon, le pays que dirige son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition gabonaise. Un pays qui a bouclé avec vraiment faste et solennité les travaux du dialogue national, présidé par
son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Avant de retrouver un commentaire sur ces travaux, qui ont été des travaux salués par toute la population gabonaise, avec des résolutions unanimes pour le bonheur des Gabonais. Avant de retrouver cet élément condensé par l'équipe de rédaction de Consti Call Week News, depuis Libreville, ce moment solennel, dans le respect du calendrier fixé par l'équipe de transition, nous allons retrouver notre correspondant depuis Libreville, Teddy Ossé. Teddy Ossé qui nous a permis d'avoir un condensé réel sur la fin des travaux du dialogue national inclusif. Avant de retrouver Teddy Ossé depuis Libreville au Gabon, et bien sûr la voix de Constant Ika, nous allons vous proposer un élément sur notre partenaire officiel, cette université qui forme de cadres d'élite en Afrique et avec une spécificité gabonaise. L'UIL, l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2024-2025. On peut affirmer que la cérémonie a tenu toutes ses promesses. La solennité, l'enthousiasme et le sentiment du devoir accompli ont été la trame de toutes les adresses faites au cours de la remise officielle des résultats des travaux du dialogue national inclusif au chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour la circonstance, il avait tout comme lors de l'ouverture des dites assises pour inviter le président Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine. L'assistance nombreuse au palais présidentiel ponctuait toutes les résolutions par des slaves d'applaudissements nourris. Il faut dire que le contenu délivré par la ministre des Réformes institutionnelles correspondait en tout point à l'idéal exigeant et nécessaire dont rêvaient les Gabonais. Ce nouveau Gabon esquissé est celui de la gouvernance vertueuse, de l'excellence et du mérite en se fondant désormais sur sa culture pour mieux se projeter dans le monde globalisé. La recommandation forte et qui a été saluée par un véritable tonnerre d'ovation et de viva est l'annonce de la mise en place dans les délais les meilleurs d'un comité de surveillance et de suivi des conclusions du dialogue national inclusif. Je m'engage à mettre en place dans les prochains jours le comité de surveillance et de suivi des conclusions du dialogue national inclusif. Cette importante décision du président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, venait en réponse au souhait émis par le Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, qui a dirigé le bureau du dialogue national inclusif. Excellence, Monsieur le Président de la République, le 2 avril 2024, vous procédiez à l'ouverture solennelle des assises du dialogue national inclusif. Durant près d'un mois, les Gabonais et Gabonaises ont discuté et échangé sur tous les aspects de la vie de la nation, sans tabou, dans un esprit de respect mutuel. Ce dialogue a démontré que les Gabonais et Gabonaises, issus de couches sociales différentes et ayant des opinions divergentes, sont capables, avec hauteur et en toute responsabilité, de faire un exercice d'introspection et de débattre sur différentes thématiques.
Il a certainement permis aux Gabonais et Gabonaises de faire un diagnostic dans chaque domaine sectoriel, de mesurer le degré de gravité des difficultés, leur impact sur le développement et de proposer des pistes de solutions capables d'atténuer ou d'endiguer les multiples maux auxquels notre pays est confronté. Le mardi 30 avril 2024 restera une référence majeure dans l'histoire du Gabon. Elle signe la ligne de fracture entre hier de déplorables et douloureux souvenirs et la naissance d'un Gabon rayonnant d'optimisme qui désormais espère et croit en son génie propre pour offrir à toutes ses filles et à tous ses fils prospérité et progrès. Monseigneur, les livres se souviendront de vos directions magistrales au-delà de votre illustre personne. C'est également l'engagement de l'ensemble des confessions religieuses que vous avez porté et inscrit en lettres de noblesse dans le marbre de notre histoire commune. Au nom de la nation gabonaise tout entière, recevez mes sincères remerciements et félicitations. À vous, j'associe l'ensemble du comité d'organisation, les délégués au dialogue, la presse, les bénévoles, sans oublier les nombreux Gabonais qui ont contribué et suivi avec un réel engouement l'ensemble des débats, œuvrant ainsi au plein succès de cette rencontre nationale. Ces remerciements vont également à l'endroit de la communauté internationale et à tous les amis de la République gabonaise, dont l'engagement bienveillant a rehaussé la qualité de l'organisation de ces assises. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je suis persuadé que dans les pages de ce rapport se trouvent les grandes lignes du Gabon nouveau, que nous appelons de tous nos voeux. Le dialogue était un essai réussi. Nous avons fait un pas, je dirais un pas de géant, vers la restauration de notre édifice commun. Toutes ces diligences et ces aspirations profondes confortent le grand rêve que je porte pour notre cher pays, celui de bâtir ensemble un tout autre Gabon. Au moment où les rideaux se referment sur les assises du dialogue national inclusif, les mots forts du président de la République Oligui Nguema continueront de résonner avec une tonalité et un éclat particulier qui traduisent détermination et implication. Il devra travailler rapidement à établir l'Assemblée constituante de manière à ce que la nouvelle constitution soit rédigée et soumise au référendum. Dans le même temps, ce comité de suivi devra s'atteler à proposer des mécanismes pour la mise en œuvre d'un nouveau code électoral, garantissant des élections transparentes et crédibles. Il est important de souligner que par ces différents mécanismes, le CTRI a pour mission, pendant cette période de la transition, de restaurer les institutions et de faire du Gabon un pays digne d'envie. Mes frères d'armes et moi-même accordons la plus haute valeur à cette œuvre commune, la plus formelle des vocations. Nous, qui avons pris l'engagement de défendre la patrie, jusqu'à en mourir s'il en était besoin. Cet engagement avait la valeur d'un pacte qui scelle ce que demain sera, et ce n'est pas peu de l'affirmer. Et comme pour marbrer davantage ce credo, le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, poursuivra en précisant. Mes chers compatriotes, avant de clore mon propos, tout en félicitant les éminentes personnalités décorées, je souhaiterais paraphraser le passage de notre hymne national qui dit
Gabonaises, Gabonais, oublions nos querelles. Ensemble, bâtissons l'édifice nouveau auquel nous rêvons tous. Car c'est unis dans la concorde et la fraternité que nous releverons le défi de faire du Gabon un pays prospère. Ainsi donc, je déclare clos les travaux du dialogue national inclusif. C'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. À toutes fins utiles, il nous faut ici souligner que le dialogue national inclusif, de par ses recommandations, avait pour objectif primordial et impératif la reconstruction et l'édification d'une nation qui avait perdu tous ses repères, comme l'a déclaré avec tristesse et amertume le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Dès aujourd'hui, une nouvelle ère commence, portée par cette vague déferlante d'espoir et d'optimisme qui voit les étoiles s'aligner et concrétiser l'essor de toutes les Gabonaises et Gabonais, fils dignes de ce pays, vers la félicité. Au Sénégal, une élection qui a brillé de mille feux de par le calme, de par sa réussite, comme l'attestent d'ailleurs certains observateurs. Dans le pays de la Teranga, tous les observateurs régionaux et internationaux sont unanimes sur l'excellence de la pratique démocratique du peuple et des acteurs politiques sénégalais. Reportage, Charlotte Abdoulaye, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua. À la demande du gouvernement sénégalais, la CEDEAO, l'Union africaine et l'Union européenne ont déployé des missions d'observation au Sénégal pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024. À la fin du scrutin, les chefs de délégation de ces organismes ont été reçus par le président sortant de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall. L'Union africaine et l'Union européenne expriment leur satisfaction au chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall. Le Sénégal vient de prouver encore à la face du monde de la maturité de sa démocratie. Vous avez, avant de venir ici, nous avions appris la félicitation qui était faite par Amadouba, le candidat, à son homologue. Et ici, nous apprenons que même le chef de l'État vous avait appelé. Moi, je suis ému. On ne pourrait que dire ça à tout le monde. S'il faut aller apprendre, il faut venir ici. Pour sa part, la chef de mission de l'Union européenne a quant à elle relevé la transparence du scrutin. On a pu observer en toute transparence, on a eu accès à réunions avec tous les organes qui ont organisé les élections. Et comme ça a été dit par mes collègues chefs de mission, les institutions démocratiques sénégalaises ont montré qu'ils sont fortes et que l'état de droit, comme vous avez mentionné vous-même, est fort ici. Au niveau sous-régional, le Conseil de sages et la CEDEAO se sont réjouis de la transparence dont le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, a fait preuve. Nous, de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes très fiers de la République du Sénégal. Vous avez fait preuve de leadership et j'ai discuté avec pas mal de leaders dans le continent. Ils ont tous reconnu votre leadership par rapport à la CEDEAO. Comme vous le savez, mon collègue, le prof l'a dit, au niveau de l'Union africaine également, pour nous, nous sommes les doyens de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons besoin de leaders dynamiques comme vous pour faire avancer les intérêts du continent et ainsi pour travailler pour la CEDEAO. C'est très important. Encore une fois, je voudrais vous féliciter et féliciter l'ensemble du peuple sénégalais pour le bon déroulement des élections. Lorsque les élections sont organisées et qu'il n'y a pas de souci, les gens acceptent les résultats des élections, c'est quelque chose de très important et tout le monde applaudit. Et je crois que cela a un lien avec le leadership dont vous avez fait montre. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, a quant à lui mis l'accent sur un processus électoral acquis de haute lutte. La démocratie, elle est ancrée, elle a été obtenue de haute lutte
par plusieurs générations où, année après année, élection après élection, on a parfait quelque peu la transparence. Et vu la diversité des acteurs qui agissent dans l'élection au Sénégal, la justice a un rôle, même le Conseil constitutionnel, il n'agit qu'au moment du dépôt et au moment de la proclamation. Après, il n'est plus responsable de rien dans le processus électoral. Il n'est plus. La Cour d'appel, c'est elle qui fait le recensement dans les départements et c'est elle qui proclame. La Sénat, c'est elle qui contrôle et qui peut rectifier les autorités administratives. L'exécutif, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise. C'est dire que le système, il est très transparent. Et c'est pourquoi les Sénégalais, ils croient en leur système électoral et ils règlent leurs problèmes à travers le vote. S'ils veulent un changement, ils savent voter, ils savent parfaitement voter. Les 3000 observateurs déployés sur toute l'étendue du territoire repartent satisfaits du scrutin présidentiel du 24 mars 2024 au Sénégal, qui a vu la victoire de l'opposant Bassirou Diomaye Faye, élu président de la République du Sénégal dès le premier tour. Après le Sénégal, retour en Côte d'Ivoire, nous allons parler du brillant ministre de la Jeunesse, la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire, M. Touré Mamadou, qui a été regardé ce qu'on appelle sous d'autres cieux l'école de la deuxième chance. Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, a visité le centre civique de Bembresso, un centre comme pour donner une deuxième chance à une jeunesse ivoirienne en leur disant « l'État ne vous oublie pas ». Reportage Ousmane Koulibaly, qui à bord de sa voiture s'y est rendu, et Lévite Tovonan avec la post-production de Marcel Bassolé. C'est plus de 200 jeunes avec une moyenne d'âge de 36 ans qui, autrefois confrontés à de nombreux vices, qui ont décidé de tourner la page en intégrant le centre de service civique de Bembresso, une localité située à 23 km d'Abidjan. Ces jeunes stagiaires ont reçu le dimanche 14 avril 2024 la visite du ministre de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, M. Mamadou Touré. Le ministre de la Jeunesse est venu s'imprégner de leur quotidien et comprendre leurs préoccupations. Un mois après leur admission au centre, encadreurs et apprenants espèrent une meilleure réorientation professionnelle. Les débuts n'ont pas été faciles, les premières semaines n'ont pas été faciles. Se séparer de sa famille, son téléphone, ses amis n'ont pas été faciles. Mais avec les conseils des encadreurs, le suivi médical, aujourd'hui je me sens à l'aise. L'encadrement est excellent. Notre devoir ici, c'est d'amener les enfants indisciplinés, des enfants qui ont échoué là-bas à la droiture. Après des échanges avec les stagiaires, le ministre de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, M. Mamadou Touré, leur a prodigué des conseils notamment à tout faire pour être cet Ivoirien nouveau et a par la suite rassuré les stagiaires quant à la facilitation d'insertion socio-professionnelle au sortir de leur formation qui durera 6 mois. L'objectif pour nous, c'est d'en faire des Ivoiriens nouveaux. Vous savez, notre plus grande fierté, c'est la transformation positive de tous ces jeunes qui passent dans les centres de service civique. L'idée aussi, c'est que 100% des jeunes qui rentrent ici, après leur transformation mentale, ces jeunes puissent être à 100% insérés professionnellement. Le centre de service civique de Bembresso est bâti sur une superficie de 3,5 hectares. Il est l'un des berceaux du dispositif Parcours citoyen, avec pour objectif d'apprendre aux jeunes les valeurs de la République. En RDC, la République démocratique du Congo, présidée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le nouveau président de la Chambre basse de la République démocratique du Congo, ou si vous voulez encore l'Assemblée nationale, a été reçu en audience par le président de la République démocratique, à savoir son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gérard Richard Gozo Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé et Charlotte Abdoulaye. Une première officielle déjà cruciale pour les défis actuels. Le lundi 3 juin 2024, M. Vital Kamerhe, nouvellement investi à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale, a été reçu par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. M. Vital Kamerhe, le nouveau président de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo, est venu présenter au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, sa vision du député national en le repensant à son estime
discipline et à sa considération. Pendant cette entrevue, la question de l'investiture du gouvernement a été largement abordée. Et ça sera entre le 10 et le 11, ce n'est pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme, et celui-ci sera multiplié en 500 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'intérieur, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas fait autrement. Donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle doit déposer le 8. Tenant compte des désaccords exprimés par certains dirigeants politiques de l'Union sacrée, suite à la sortie du gouvernement, M. Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo, appelle à la retenue et la priorisation de l'intérêt général. Nous devons mettre fin à ce genre de discussions qui nous dégradent parfois. Nous devons trouver des solutions à nos problèmes sans donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un gâteau derrière son dos. Et voilà pourquoi nous allons parler avec les députés. Je viens de parler avec le président de la République. Il m'a en tout cas rassuré que la province d'Imaniema, qui était oubliée, va être finalement reprise dans le gouvernement. Je voulais voir le président va de commencer les consultations des différents groupements politiques des maires qui sont représentés et à l'Assemblée nationale et qui ont eu des ministres au gouvernement. Il avait également été investi président du bureau provisoire du Sénat et il le reste malgré l'élection d'un nouveau doyen conformément à la règle constitutionnelle. M. Pascal Kindwelo a présenté à son tour au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, l'avancement de la procédure qui conduira à l'élection du bureau définitif du Sénat dans le cadre d'une démarche institutionnelle. L'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon, et dans le sens que d'ici 10-15 jours, et le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution et les règlements d'âge. D'ici quelques jours, toutes les institutions de la République démocratique du Congo seront légalement investies. Au Cameroun, pour parler de la sécurité, surtout des forces de police. Les fonctionnaires de la police du littoral, avec pour capitale de la région Douala, ont été récompensés. Remise des épaulettes et nombreuses autres activités ont rythmé cette séance en présence du gouverneur de la région et du préfet du littoral. Reportage Stéphane Nigou, Raoul Sankwe. Le président de la République, vu la Constitution, vu la suite des tests, arrête. Article 1er. Les officiers de police de deuxième grade ci-après désignés, inscrits au tableau d'avancement de grade au choix, au grade d'officier de police principal au titre de l'année 2023 par arrêté numéro 0978 BACAP-BAPR du 30 décembre 2023 subvisé sont promis au grade d'officier de police principal et reclassés de la manière suivante. Officier de police principal, 5e échelon, indice 685, à compter du 25 septembre 2023. Ngobso Safiatou, Miamo Lobé François, Mwako Robert, Koundé Marie, Micheline. La cérémonie de remise des épaulettes aux fonctionnaires de la police inscrits au tableau des avancements au titre de l'exercice 2023 dans la ville de Douala a été présidée ce 26 janvier 2024 par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibois, en présence du préfet du Vouri, du maire de la ville et de plusieurs autres personnalités. Ils sont au total 539 fonctionnaires de police à s'être distingués par leur dévouement sans limite, leur discipline, leur ardeur au travail, leur courage, leur abnégation, leur loyauté aux institutions de la République et leur disponibilité de tous les instants. En 2023, ils ont chacun à son poste de travail permis à la police camerounaise de briller et d'atteindre ses objectifs, ce qui leur vaut la reconnaissance de la patrie. Au nom de Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, retenu pour une cérémonie similaire à Yaoundé,
et dont je vous transmets les salutations distinguées et les vœux les meilleurs pour cette année nouvelle 2024, la présente cérémonie de remise solennelle des épaulettes à certains fonctionnaires des cadres des officiers de police, inspecteurs de police et gardiens de la paix promus au grade au titre de l'année 2023 exerçant dans le département du Vouri. Les préfets des départements du Mungo, de la Sanaga maritime, du Nkam s'emploient de façon concomitante au même exercice que nous au profit des profus en service dans leurs circonscriptions administratives respectives. Dans la région du littoral, c'est au total 8 officiers de police principale, 48 officiers de police de deuxième grade, 270 inspecteurs de police principale, 8 inspecteurs de police deuxième grade, 157 gardiens de la paix principaux et 48 gardiens de la paix de deuxième grade qui ont reçu, à la place des fêtes de la Besséké, leur attribut des mains du gouverneur de la région du littoral, du maire de la ville, du préfet du Vouri et de plusieurs autres personnalités. Une reconnaissance qui arrache plus qu'un sourire chez les officiers récipiendaires. Un sentiment de joie, vraiment tout particulièrement aux délégués à la sécurité nationale, à mon chef hiérarchique, commandant du GMI, et plus particulièrement à ma femme et mes enfants. Oui, donc c'est un sentiment de joie. C'est une confiance de la hiérarchie qui nous a honorés de ce gala aujourd'hui. Et ça nous interpelle à faire beaucoup plus d'efforts dans nos exercices quotidiens et à honorer la hiérarchie. J'ai un sentiment de joie. Je suis très honoré pour ce galon de principal que j'ai eu. Ce n'a pas été facile. Parce que vous savez que dans l'organisation de la police ou l'organigramme de la police, pour avoir un galon, il faudra faire 4 ans pour accéder à un galon supérieur. Et dans les 4 ans, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Et je remercie le bon Dieu, surtout ma hiérarchie, qui veille au grand grain sur nous à chaque moment pour que nous ne fassions pas de mauvais pas. Une joie très immense de pouvoir porter le galon. Je suis très contente, très heureuse en fait. Je ne peux pas exprimer ma joie en fait. Je suis très contente. À l'endroit de ces officiers de police promus au grade supérieur, le haut commandement les recommande de continuer à travailler avec amour, dévotion et patriotisme. La région du littoral est bien connue avec tous ces aspects, avec la ville de Douala qui est parfois une ville frondeuse, mais que chacun puisse faire ses missions avec professionnalisme et surtout que nous sommes toujours aux aguets, n'est-ce pas, des nouvelles structures comme le tribunal administratif qui est toujours prêt à sanctionner les dérives. Donc, mais nous voulons dire que de manière globale, l'agent de police dans la région du littoral se comporte globalement bien et la région est en paix. C'est ce professionnalisme et cette promptitude dans les interventions et autres bons points engrangés que les autorités et les populations ont salué et encouragé à la place des fêtes de la Besséké au travers d'un défilé de circonstances. Des avancées notoires d'une police au service de tous et de chacun. Nous allons emprunter tout de suite l'une des rares compagnies qui dessert encore le continent. Grâce à cette compagnie, les capitales du continent africain, surtout francophones, et même, je dirais même anglophones, sont reliées. Air Côte d'Ivoire nous amène tout de suite en Côte d'Ivoire. Le lancement des assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire sur l'initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant que dirige Madame Nasséné Touré a été présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé. Reportage Charlotte Abdoulaye, Ousmana Koulibaly, Lévite Vonan et Marcel Bassolé. Sur l'initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les toutes premières assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire ont été officiellement lancées le lundi 22 avril 2024 à Cocody par le Premier ministre chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, ceci en vue de recueillir les besoins des femmes dans toute la Côte d'Ivoire.
Les Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire apparaissent donc comme un cadre idéal de réflexion et de proposition des femmes de Côte d'Ivoire dans toutes leurs composantes pour réfléchir ensemble sur les sujets au cœur de leurs préoccupations quotidiennes et d'identifier les solutions idoines qui permettront d'assurer leur plein épanouissement individuel et collectif. Cette première édition est placée sous le thème « Fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire ». Fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire. Tel est le thème de ces assises qui constituent une occasion privilégiée pour réunir les femmes autour de sujets d'intérêt commun, avec un double objectif: créer une plateforme de dialogue entre les femmes d'une part et d'autre part constituer une force de proposition unique et authentique pour améliorer les politiques publiques sur la condition de la femme dans notre pays. Des caravanes seront déployées dans 14 régions et 15 localités à travers la Côte d'Ivoire lors de cette édition. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne-Désirée Ouloto, marraine de l'événement, a appelé à la mobilisation générale, notamment des femmes, autour de la ministre en charge de la femme pour le succès de ces assises. Il nous appartient de tirer le meilleur profit de toutes ces rencontres qui auront lieu, qui nous permettront de briser des liens, d'ouvrir des voies et de dessiner des perspectives heureuses et prometteuses pour l'épanouissement des femmes, mais aussi des filles de Côte d'Ivoire. Au cours des prochaines semaines, des missions conduites par la ministre des Femmes seront à votre écoute. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau social, il s'agit des droits de toutes les femmes, quelle que soit notre position sociale, quelle que soit notre position géographique. Nous ne devons donc pas nous auto-censurer. Prenant la parole à cet effet, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, a salué l'organisation de cette belle initiative des ANAFSI qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et dans la feuille de route du gouvernement qui est de bâtir un pays égalitaire où les hommes et les femmes s'y retrouvent. Le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, a également exprimé son admiration envers le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et son épouse, Mme Dominique Ouattara. Les grandes avancées sociales et économiques réalisées par la Côte d'Ivoire depuis 2012, sous le leadership du président Alassane Ouattara, ont permis une amélioration certaine de la condition des femmes dans notre pays. Cependant, nous ne devons pas ignorer que des défis majeurs restent à relever si nous voulons permettre aux femmes d'occuper toute leur place dans notre société humaine, transformer leur vie au quotidien et par ricochet la vie de la nation. Je tiens tout particulièrement ici à rendre un hommage vibrant à Madame la Première Dame Dominique Ouattara, véritable source d'inspiration et qui, dans les sillons du président de la République, mène tous les combats pour l'émergence et l'autonomisation des femmes dans notre pays. Ces assises permettront à la fin de construire une plateforme de solidarité à l'endroit de la femme, d'autant plus que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a de tout temps inscrit au cœur de son action politique la femme, son autonomisation et son plein épanouissement. Ce jeudi 8 août 2024, la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire était à son comble. La 3e édition des Awards de la presse numérique a tenu toutes ses promesses. Personnalités politiques, diplomatiques, ainsi que la grande famille de la presse en Côte d'Ivoire. Durant cette 3e édition des Awards numériques de la presse, on note également la présence de M. Samba Koné, président de l'Autorité nationale de la presse, en sigle ANP, ainsi que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, représentée par son directeur général, M. Yacouba Dambélé, tous primés. La présence très remarquée de Konsti Eka et de Yves Zobo Jr. assis côte à côte. Ces deux monstres sacrés de la communication et des médias forcent le maître des cérémonies Yves Debella à leur demander de saluer le public
par une accolade qui témoigne de leur très longue amitié de près de 40 ans. La soirée s'ouvre par une série de distinctions pour enfin demander un stand innovation pour la remise des distinctions honorifiques de M. Constieka. La reconnaissance de leur contribution à l'essor du secteur de l'information web, médias en ligne en Côte d'Ivoire, modèle et précurseur, cette distinction de reconnaissance est le gage de leur professionnalisme. Je voudrais pas trop vous demander, quand vous avez en face de vous des personnes qui ont démarré très tôt, qui ont inspiré des générations dans le monde entier, y compris votre serviteur. Moi, je suis déjà debout. J'aurais vraiment envie et l'honneur de vous demander de vous lever pour accueillir ici M. Constieka. Merci, j'ai vraiment le meilleur prix du monde. Est-ce qu'on va un award pour le public là? Joël, il faut un award pour le public, c'est important, même si chacun va avec un. Monsieur Constieka, s'il vous plaît. Sur les plus grandes chaînes francophones, Constieka a gardé bien sûr, mesdames et messieurs, la main et la voix à travers son média CNN, voilà, qui est associé à tous les événements, y compris celui-ci. Alors je tiens particulièrement à remercier le président de cette cérémonie. Je crois qu'on devrait l'encourager pour que la 4e édition ait lieu au Palais des Congrès. On fera tout. J'en ai parlé avec mon complice de 45 ans d'âge. Après, on a essayé de faire des bonnes choses à Abidjan. On est heureux de savoir aujourd'hui que toute la génération actuelle s'intéresse au numérique. Le numérique, c'est le future now. Ça veut dire le futur maintenant. Et je crois que votre organisation devra être la meilleure, la première, la plus encouragée, parce que désormais, c'est ce qui va sévir dans le monde, à savoir le numérique, et de part et d'autre. La télévision, on l'a désormais sur nos téléphones, on l'a un peu partout, on n'a plus le temps de rester face au grand écran. J'en parlais avec Yves Zobo Junior, et je suis très très heureux d'être là. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup, et je suis surtout très heureux de savoir que Yves Zobo Junior m'a soufflé 2-3 petites indiscrétions, mais lui-même le dira peut-être tout à l'heure. Monsieur Yves Zobo Junior, Kaloua Bassir Chéri. Idem autour de M. Yves Zobo Junior, qui n'a pas manqué de révéler au grand public une confidence sur sa très longue amitié avec son ami et frère Constieka. Consti, ce que tu voulais dire, moi j'ai une anecdote pour vous montrer le côté Consti de l'époque. Nous vivions ensemble tous les deux, grands concepteurs devant l'Éternel, et chaque fois qu'on avait des petits services à la maison, donc on utilisait des menuisiers, plombiers, et Consti il avait le chic. Étant donné qu'on était au summum média, alors donc le plombier vient, il finit le truc, voilà, et puis donc il donne sa facture. Consti, voilà ton gars qui a terminé. Consti vient. On avait une photo tous les deux, Junior et Constieka. Il dédicace, il prend le prestataire par. Alors bon, viens. Le portail est là-bas. Il a la facture et il a la photo dédicacée. Alors donc ce que tu fais, dans la vie, c'est pas l'argent qui donne. Là, tu donnes photo. Tu gardes la photo et on garde le contact. Ça c'est Consti. Encore une fois, merci beaucoup. Ensuite, place à la compétition, dont le décor était planté par la présidente du jury, Sa Majesté Agnès Crédit, qui à son tour présente les membres du jury, parmi lesquels des aînés tels que Zio Moussa et la très charmante femme des médias, Madame Marie-Catherine Kouassi, pour ne citer que cela. Les primés se sont succédés les uns après les autres sur le podium. Pour clore cette soirée, une belle photo de famille avec l'ensemble des primés
de cette 3e et belle édition des Awards de la presse numérique en Côte d'Ivoire a été faite. CNN Télévision et Web Info ont recueilli pour vous quelques impressions. C'est vraiment un honneur pour nous de recevoir ce prix au nom de toute l'équipe. Et c'est un travail acharné depuis plusieurs années. Et nous disons merci à la PNCI de nous avoir honorés en nous donnant ce titre-là en tant que meilleur média spécialisé de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui est fait en équipe rapporte toujours et aujourd'hui nous sommes heureux, nous sommes contents d'avoir remporté le prix spécial, le meilleur journaliste, la meilleure entreprise digitale. On n'est que heureux, c'est ce qu'on peut vraiment exclamer ce soir. Mesdames et messieurs, à mes côtés, Yves Zombo Junior qui vient de recevoir une distinction honorifique pour toute sa contribution dans le domaine de la communication en Afrique. Non, c'est pas. Alors, comme s'il fait une introduction, il dit pas qu'il a reçu le même prix pour, on va dire, pour l'œuvre de contribution à l'élévation des médias et en particulier les médias numériques. Pour moi, c'est une reconnaissance toute donnée, toute louable, qui fait qu'aujourd'hui, même si demain on devait arrêter de bosser, on dirait quoi mission accomplie. On dirait mission accomplie. Mission accomplie. Voilà, merci beaucoup. Mais 3 ans, je pense qu'on grandit en maturité. On espère mieux faire l'année prochaine et aider, en tout cas, participer vraiment à la promotion du secteur de l'information web et du numérique. On espère que l'année prochaine encore, il y aura beaucoup plus de contenu attrayant, de qualité, de contenu professionnel, et des médias professionnels, des acteurs professionnels. En tout cas, nous continuons le travail et on espère que l'an prochain, on aura davantage de partenaires. Rendez-vous pris en 2025 pour cette grande initiative du promoteur Joël Nianzou. C'est avec grande satisfaction que je me permets de vous donner rendez-vous aux prochaines éditions et surtout je tiens à vous remercier d'avoir pris de votre temps pour regarder ce programme d'1 heure consacré à la politique vraie, aux informations vraies, à l'économie vraie de l'Afrique et surtout un zeste sur le tourisme. Vous avez sûrement apprécié toutes nos villes africaines et voir qu'il vaut mieux prendre des vacances ou encore aller faire des affaires dans toutes ces villes africaines qui vous offrent un super cadre touristique et aussi des affaires. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Constieka. Au revoir.